Bonsoir à tous. Merci beaucoup. À tous les gens qui sont ici, qui ont encouragé le festival. Donc, on vous remercie énormément. Je vais laisser la parole à Gilbert. Bon, bien, bienvenue à tous. Je vois qu'on est en grand nombre ce soir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a tant de gens qui s'intéressent au festival et qui encouragent le festival. Comme la plupart de vous ici ce soir, vous savez que les gens qui ont préparé le festival et qui le préparent encore pour quelques jours avant la grande soirée de jeudi, ce festival se fait par des bénévoles, ce festival se fait par l'encouragement des gens ce soir et tous les partenaires. C'est un grand festival. C'est un honneur de l'avoir créé et devenu si grand. J'espère que le festival va vous plaire. J'espère que vous allez prendre le temps de venir à tous les soirs. Bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'on doit vous appeler professeur ou... Vous pouvez m'appeler Richard. Richard. Vous êtes un adepte des samouraïs, finalement. J'ai vu un petit peu le début de votre exposition. Oui. Mais qu'est-ce que vous réservez, finalement, comme conférence aux gens qui vont venir vous voir ici, au chapiteau là? Bien, les samouraïs ont un peu façonné ce que le Japon traditionnel est. Les samouraïs étaient les chevaliers du Japon, c'était l'élite politique, financière, économique, artistique, militaire. Et pendant 700 ans, ils ont dominé le Japon à tous les niveaux. Oui. Ils ont façonné la culture japonaise dans son essence même. Ils ont favorisé le développement des arts, de l'architecture, des jardins, de la calligraphie, de la cérémonie du thé, de la cérémonie des fleurs et évidemment des arts de combat. Et dans la conférence, on va couvrir pourquoi est-ce qu'on a une fascination avec les samouraïs. Shogun a été, vous savez, dans les années 70, c'était une des séries les plus écoutées de l'histoire de la télévision. Qu'est-ce qui nous fascine avec les samouraïs? C'est probablement le code d'éthique, le code d'honneur, des mots qu'on n'entend plus aujourd'hui, loyauté, honneur, courage, résilience. Ouais. On n'entend plus ça dans les médias. Et la culture samouraï est basée là-dessus. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'a attiré quand j'étais adolescent, cette culture-là. Et de même, on va couvrir ça avec les objets qui proviennent de ma collection d'armures, de sabres et de différents objets. Sur le plan strictement, j'allais dire, anthropologique, là, est-ce que, par exemple, la culture samouraï a eu une influence sur les autres pays de l'Asie, finalement? Pas vraiment, non, parce que le Japon était isolé pendant 250 ans par la dynastie des Tokugawa, entre les années 1600 et 1868, complètement isolé, sans aucun commerce avec l'extérieur. Donc, c'est un peu ce qui a façonné en vase clos l'identité japonaise, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Vous savez, en 1945, le Japon était complètement dévasté avec Hiroshima puis Nagasaki puis la reddition. Et 30 ans après, il était redevenu une puissance économique à l'échelle mondiale. Pas beaucoup de pays qui sont capables de se relever. Mais ça, c'est dû à la discipline asiatique, j'imagine, c'est ça? La discipline japonaise particulièrement. Japonaise, la résilience, encore une fois, des vertus de samouraï. Il y a un proverbe en japonais qui dit « Nana karobi yaoki ». Je tombe 7 fois, mais je me relève 8 fois. La capacité de... Et ça, pour moi, j'ai formé plus de 250 gens à la maîtrise, au doctorat, au postdoc et à des résidences. C'est toujours ce que je leur disais. Même si on a une expérience qui ne fonctionne pas, il faut continuer. Il faut générer une autre hypothèse à partir d'un échec. Et ça, c'est une grande vertu des samouraïs. Dans la vie, c'est rare qu'on a tout ce qu'on veut du premier coup. Il faut travailler fort, il faut accepter l'échec et construire à partir de l'échec. Et ça aussi, c'est un message que la culture samouraï véhicule. C'est pas juste des objets, c'est un message de transcendance puis de prise en main. C'est un message sur la mort aussi. Est-ce que c'est le message que vous lancez aux politiciens modernes, quelle que soit la société, là, quand vous avez une défaite, rebâtissez là-dessus pour un meilleur avenir? C'est un peu ça, là? Tout à fait. Je pense que c'est important dans la vie d'avoir des échecs. On glorifie toujours le succès, mais l'échec est très important et très tôt dans la vie parce que on apprend à devenir des bons êtres humains puis de meilleurs hommes lorsqu'on a appris à gérer son échec. Faut voir les grandes victoires et les grands échecs comme des illusions et apprendre à revenir à l'essence de ce que nous sommes. Et éviter de s'éparpiller avec l'illusion de la gloire d'une victoire, l'illusion de la déchéance d'une défaite. Ah oui, c'est ça. Donc, l'art du samouraï, l'art de vivre du samouraï, c'est un peu ce que vous nous dites, là, finalement, c'est de se ramasser un peu, là.
Ben, c'est de se prendre en main. Je pense qu'on est d'une société où on est égocentrique. C'est toujours la glorification de l'ego. La culture japonaise, la culture zen traditionnelle, c'est de détruire l'ego et de revenir à l'essentiel qui est au-delà de ce que nous sommes. Les êtres humains sont très semblables les uns aux autres. Puis plutôt que de vouloir glorifier son ego ad nauseam, il faut devenir à des bases qui définissent ce qu'est un meilleur être humain. Un samouraï, c'est quelqu'un qui faisait une démarche philosophique avant tout, très zen, très bouddhiste pour devenir un meilleur homme. Et c'est ça, moi, qui m'a attiré dans les samouraïs. C'est ça dont on va parler dans la conférence. Écoutez, on va vous suivre tout au cours du festival. Merci beaucoup. Un plaisir, merci. Mélissa Laverne, bonsoir. Bonsoir. Mélissa Laverne, ce soir, c'est quoi? C'est le Japon, hein? C'est au complet. Et comment on peut marier le tam-tam tribal avec celui du Japon? C'est une très bonne question, mais en fait, ce soir, c'est le grand bal japonais. Donc, on lance la 14e édition du FIP ce soir. Et pour répondre à votre question, comment marier les taiko japonais, parce que c'est le nom de l'instrument traditionnel japonais, le tambour japonais, aux percussions tribales africaines, mais vous allez découvrir mardi soir lors de mon spectacle participatif, parce que je vais faire jouer les gens dans la salle, je vais leur faire jouer des taiko et des djembé tout à la fois. Ça va être merveilleux. Est-ce que sur le plan théorique, sur le plan musical, les deux instruments ou les deux cultures musicales se rejoignent quelque part, là, j'imagine? Oui, tout à fait. En fait, on n'est pas très loin. C'est souvent de la musique binaire, donc en comptant 1, 2, 3, 4 comme on est habitué de le faire. Il y a quelques ternaires aussi, mais vraiment, on reste dans des repères qu'on connaît ici en Occident et ou en Afrique ou dans ces cultures-là qu'on connaît bien ici. Donc, ça va très bien. C'est facile pour moi, par exemple, que jamais joué de taiko, d'embarquer avec Arashi Daiko et de suivre. Donc, vraiment, c'est un langage... Est-ce que vous allez jouer du taiko? Oui, je vais en jouer. Et d'ailleurs, je suis bien excitée. On a eu notre première répétition aujourd'hui pour le spectacle de mardi avec Mikio et Arashi Daiko. Évidemment, ils m'ont donné quand même quelques corrections. C'est très chorégraphié comme tambour, contrairement aux percussions chemin africaines qui sont plus tribales. Là, on est dans le mouvement et c'est très précis. C'est complètement différent. Hein? C'est très différent au niveau du mouvement. Par contre, au niveau des rythmes, effectivement, il y a des ressemblances. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier? Là, évidemment, c'est le Japon global, mais est-ce qu'il y a des thématiques particulières dans chaque morceau, dans chaque pièce, en fait? Bien, ça me fait penser un peu à la culture africaine dans le sens où chaque rythme est joué pour une raison spécifique à l'origine. Comme par exemple, il y a le rythme pour la cérémonie du thé, le rythme du mariage, le rythme... Donc, chaque rythme est joué pour une certaine... Une certaine occasion, là. Une certaine occasion, exactement. Par contre, en 2014, bien, les traditions se perdent partout à travers le monde. Donc, c'est rendu beaucoup plus festif en général. On joue le taiko dans les fêtes, tout ça. Donc, mais c'est très intéressant quand même d'étudier ça. Et cette année, on va pas seulement voir les percussions japonaises, mais tout ce qui entoure la culture japonaise, la gastronomie, la danse, les autres instruments, shamisen, shinobue, qui est la flûte de bambou. Donc, vraiment, on plonge dans la culture japonaise. C'est bon. Dites-moi, il y a combien de spectacles en tout là, sur le site là, pendant cette période-là? Alors, écoutez, je vais refaire ma question. Est-ce que vous avez hâte de jouer? Oui! J'ai très hâte de jouer et il y a beaucoup de spectacles et il y en a pour tous les goûts. Je peux vous dire qu'il y a plus de 800 artistes. Ah bon? Ça, quand même, c'est un pas pire nombre. Ça commence à faire pas mal de monde. Ça commence à faire pas mal de monde. Oui. Merci de votre disponibilité. Vous êtes très généreuse. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. On vous attend. 65 $ l'unité. Un vase d'exception en édition limitée japonais en bambou de la boutique Collection Japon. Gourmand du dimanche pour 2 personnes d'une valeur de 48 $ offert par le restaurant Fourquet Fourchette de Chambly, cuisine d'inspiration d'époque de Nouvelle-France. C'est bon, alors 300 $ une fois, 300 $ deux fois, pas de regret dans la salle. Adjugé à la meilleure, qu'on applaudit. 250 une fois, 250 deux fois, 250 deux fois et demi, 250 trois fois, adjugé au meilleur, qu'on applaudit.
Je pense pouvoir dire son grand sourire pendant toute la performance. Elle fait un j'aime, elle fait un thumbs up. Alors n'hésitez pas sur Facebook. Si jamais vous avez envie de mettre ça, hein, c'est un gros statut Facebook. J'étais là, le château a presque explosé. C'était vraiment incroyable. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette